que nous menons à la demande du président Gérard Larcher sur la crise du logement et que nous conduisons de façon transpartisane, comme on a souvent l'occasion de le faire ici au Sénat. Trois sénatrices qui sont toutes les trois particulièrement engagées sur le domaine du logement. Viviane Artigalas, sénatrice socialiste des Hautes-Pyrénées. Amel Gacquerre, sénatrice centriste du Pas-de-Calais, et moi-même, sénatrice des Alpes-Maritimes et présidente de la Commission des affaires économiques. Donc nous avons commencé nos auditions à la mi-décembre. Nous envisageons de rendre notre rapport à la fin du mois de mars. Et donc, une fois que le rapport sera rendu, on a deux possibilités à tout le moins. Première chose, c'est d'en faire une PPL, avec une partie des propositions et des mesures que nous aurons préconisées dans le cadre de ce rapport au travers des différentes auditions au sens très large que nous avons menées et que nous continuerons à mener, ou initialement, mais comme on ne sait plus très bien ce qu'il en est, puisque d'une part, il n'y a plus de ministre du Logement encore et toujours pour l'heure, alors on en attend un éminemment sous peu, mais pour l'instant... il n'y en a toujours pas, et surtout quand on a commencé cette mission d'information et pour avoir auditionné l'ancien, futur ex, je ne sais plus comment on doit dire, ministre du Logement, à chaque fois qu'on lui posait une question qui avait trait au logement, et plus particulièrement aussi à la crise du logement, il renvoyait tout cela à un grand projet de loi dont il annonçait le calendrier pour le mois d'avril. Nous étions déjà assez sceptiques à l'époque sur la tenue du dit calendrier, et aujourd'hui on se dit que voilà, ce grand projet de loi logement, je ne sais pas en tout cas s'il sera présenté et dans quel délai le sera-t-il. Donc voilà où on en est au niveau de nos travaux, mais en tout cas nous on déclinera à tout le moins tout ou partie des mesures qui relèvent du domaine législatif, très certainement dans le cadre d'une proposition de loi qui après pourra servir à un autre véhicule législatif. En tout cas, nous l'espérons parce qu'il y a urgence à agir. Donc nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour que vous puissiez nous apporter votre témoignage, votre analyse et surtout vos propositions face à la crise actuelle. Et je sais, voilà, pour avoir échangé avec vous, mais avoir aussi lu des interviews que vous avez pu donner à la presse, et en particulier un qui avait quand même assez décoiffé aux Échos, où justement, voilà, vous disiez, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a plus d'argent, ou en tout cas que le gouvernement ne voudra plus mettre d'argent sur le secteur du logement, et qu'il faut aujourd'hui, voilà, trouver des mesures qui soient un tant soit peu disruptive, mais c'est ce que nous attendons aussi pour peut-être un peu changer de logiciel et apporter des réponses à cette crise du logement. Donc je rappellerai que vous avez été ministre du Logement de 2009 à 2012, soit après le déclenchement de la crise des subprimes en 2008. Vous êtes également maire de Châlons-en-Champagne depuis 2014 et enfin vous menez en parallèle une carrière dans le secteur privé immobilier puisque après avoir été président du directoire d'INLI, la filiale d'Action Logement chargée du développement du logement intermédiaire, et je pense qu'on va en reparler ne serait-ce qu'en se référant aux quelques annonces qu'a fait le Premier ministre toute petite dans sa déclaration de politique générale. Vous êtes depuis 2022 président du promoteur et aménageur Emerige qui est actif sur l'ensemble du secteur immobilier. Sans corseter votre expression, que je souhaite la plus libre possible pour nous aider à avancer et justement sortir le logement de son carcan, de son marasme et d'un certain immobilisme, il me semble que la triple expérience que je viens de rappeler pourrait vous amener à nous dire comment, d'ores et déjà, vous appréciez les petites mesures ou les mesures prises par le gouvernement actuel face à la crise de l'immobilier et plus directement ce qui a pu être annoncé dans le discours de politique générale de Gabriel Attal. Par ailleurs, beaucoup de promoteurs se plaignent de maires qui ne signent plus de permis de construire ou qui n'accordent des autorisations que très inférieures aux possibilités qui sont offertes par le plan local d'urbanisme. Qu'en pensez-vous? Comment peut-on débloquer les choses? Et puis enfin, donc, le Premier ministre a parlé de logements locatifs intermédiaires pour les classes moyennes et de l'intégrer dans les quotas SRU. Alors après, j'ai vu intégrer pour partie, donc je ne sais pas très bien comment il envisage de faire cela. Je voudrais bien sûr recueillir votre avis.
les classes moyennes ne sont-elles pas plus en demande d'accession à la propriété? Et n'y a-t-il pas par ailleurs un grand besoin de logements très sociaux? Enfin, d'une façon très laconique, le Premier ministre a évoqué aussi une simplification. En tant que maire et acteur de ce secteur, comment voyez-vous les choses? Voilà, ce sont quelques-unes des questions que nous avons en tête et sur lesquelles nous sommes particulièrement intéressés de pouvoir en débattre avec vous. Je vais d'ores et déjà vous laisser la parole pour le temps que vous souhaiterez. Et j'indique que notre audition fait l'objet d'une retransmission en vidéo, en direct et à la demande sur le site internet et sur les réseaux sociaux du Sénat. Voilà, Monsieur le Ministre, je vous laisse la parole bien volontiers. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices. Très heureux de me retrouver dans cette configuration. C'est assez amusant après quelques années de revenir sur ces bancs et donc très heureux de vous retrouver pour cette belle mission. Si on essaie peut-être de se placer dans des perspectives de long terme, on voit que sur les 20 ans, 30 ans qui viennent, on a probablement deux grands enjeux en matière de politique du logement. Il y en a 50, mais je veux en sortir deux comme me semblant plus prioritaires que d'autres, parce que, vous le verrez, évidemment contradictoires. On doit tout d'abord avoir une politique du logement ou une politique de l'immobilier, comme toutes les politiques publiques, qui soit conforme à nos engagements et aux choix que nous avons faits en matière de changement climatique. Autrement dit, les politiques immobilières doivent évidemment, j'enfonce les portes ouvertes, s'engager durablement vers une politique qui limite le changement climatique. Deuxième élément, on doit avoir une politique qui réponde aux enjeux démographiques. Certes, on a semble-t-il besoin de se réarmer sur le plan démographique. Il n'en demeure pas moins qu'entre le vieillissement de la population, élément souvent oublié, mais quand je vivais jusqu'à 60 ans, j'avais besoin d'un logement jusqu'à 60 ans. Quand je vis jusqu'à 80, j'en ai besoin mécaniquement jusqu'à 80. Plus le desserrement familial, plus les progressions naturelles qui existent, on a mécaniquement besoin de plus de mètres carrés. De mètres carrés de théâtre, de mètres carrés de logement, de mètres carrés de garage, de mètres carrés de ce que vous voulez. Mais si j'ai une démographie positive globalement, j'ai besoin de plus de mètres carrés. Et si je mets les deux en parallèle, changement climatique, démographie, je me retrouve dans une contradiction absolue. Puisque le changement climatique doit nous conduire à économiser du foncier et du béton. Par contre, les évolutions démographiques que nous connaissons nécessitent plus d'immobilier. Donc on a une contradiction fondamentale. Si j'en tire quelques conséquences, mais qui sont, me semble-t-il, assez lourdes, c'est que c'est tous nos paradigmes qui doivent évoluer. Et le ZAN est probablement la réforme la plus importante que subira le secteur immobilier depuis, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas depuis très longtemps. Pourquoi ? J'imagine qu'à Nice, comme à Béthune, comme dans les Pyrénées-Orientales, si j'ai bien retenu votre département, Madame la sénatrice, Haute-Pyrénées, voilà, j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Haute-Pyrénées, j'en suis confus. Si vous prenez les cartes de Nice depuis 2000 ans, j'imagine que comme toutes les villes de France et de Navarre, j'imagine qu'à Nice on a fait l'exposition comme partout, on a d'abord une petite tache, puis une grosse tache, puis une très grosse tache, etc. Bref, on a ce qu'on appelle de l'étalement urbain. Et on a un phénomène universel. Depuis que l'homme est l'homme, le développement urbain se fait à l'horizontale. Et les villes progressent, s'agrandissent, je ne sais pas quel terme utiliser, à l'horizontale, en grignotant des espaces naturels. La loi ZAN met un stop à ça. Et donc on va devoir faire une révolution culturelle totale, puisqu'à partir du moment où le ZAN est objectivement l'un des meilleurs outils pour lutter contre le changement climatique, parce que c'est l'étalement urbain qui génère, si mes chiffres sont exacts, 42% des émissions de gaz à effet de serre, si effectivement on doit arrêter la progression urbaine à plat, il va falloir la faire en 3D. Un peu en dessous, beaucoup au-dessus. Et donc changer d'un développement urbain aujourd'hui, historiquement, depuis 2000 ans, depuis 10 000 ans, à l'horizontale, vers du vertical 3D. C'est un changement qui peut paraître basique
à prononcer comme tel, parce que la verticalité, la densité, etc., on en parle depuis effectivement très 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 longtemps. Mais je veux simplement le mettre moi en rapport historique en disant qu'on est à contre-culture complète de ce que nous avons fait depuis des centaines d'années partout dans le monde. Partout dans le monde. Et évidemment en France comme ailleurs. J'insiste vraiment lourdement sur cette apparente contradiction qui ne peut trouver de solution entre le démographique et le climatique que dans le développement vertical. C'est basique, mais je pense qu'il est absolument indispensable de le répéter, parce que dès qu'on dit verticalité, évidemment, on a les élus locaux, porte-parole de leurs habitants, qui effectivement se crispent par rapport à ça. Et donc on a besoin évidemment de compréhension, de pédagogie, tout ce qu'on veut par rapport à ce point-là, mais je voulais évidemment l'évoquer. Peut-être un second point en conséquence, plus que jamais à la lumière de cette horizontalité versus verticalité, le foncier va devenir la matière première stratégique à toute construction immobilière. C'est déjà le cas, c'est déjà notre matière première principale, quelles que soient nos fonctions dans les secteurs de l'immobilier, mais pour faire une école, j'ai besoin de terrain. Pour faire un théâtre, j'ai besoin de terrain. Pour faire un logement, j'ai besoin de terrain. Pour faire des bureaux, j'ai besoin de terrain. Et même pour faire du numérique, j'ai besoin de poser un data center, donc j'ai besoin de foncier. Mais ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, le foncier est une matière première partagée. Parce que c'est par le foncier que je vais nourrir la population. C'est par le foncier que je vais pouvoir lutter contre le changement climatique si je mets des forêts en faisant de la captation de carbone dans le sol. Et c'est par le foncier que je ferai de l'immobilier. Bref, c'est une matière première absolument indispensable à toutes les formes de vie. Et cette matière première aujourd'hui, elle est sous-analysée, elle est sous-protégée et elle est excessivement mal utilisée. Juste un mot par rapport à ce que vous venez d'évoquer, Madame la Présidente, dans votre introduction sur les maires, les PC et le PLU. Quand on gâche 1 mètre carré de terrain parce qu'on ne va pas au PLU, on paume ce mètre carré de foncier pendant 100 ans. La durée de vie moyenne d'un bâtiment, c'est 80. On le paume pendant 80 ans. Ce n'est pas une fiscalité. Si on s'est planté de fiscalité, on la change à la prochaine loi de finances. Là, je construis quelque chose, je m'en prends pour 80 ans. Et donc, dès qu'on gaspille cette matière première, dès qu'on utilise très mal cette matière première, indispensable à toutes les constructions, indispensable à l'agriculture, indispensable à toutes les formes de vie, ce gâchis-là est, me semble-t-il, plus dramatique que bien d'autres. Et donc, il faut gérer le foncier de façon beaucoup plus cohérente qu'on ne le fait aujourd'hui pour arrêter de le sous-utiliser, de le mal utiliser. Et bien évidemment, tout ça devrait nous conduire à un moment ou à un autre à avoir des politiques foncières que nous n'avons pas. Le foncier est aujourd'hui cassé entre plein d'utilisateurs et plein de ministères responsables. Il n'y a pas de politique, de stratégie foncière en tant que telle, là encore, avec ses différents usages. Il n'y en a pas. C'est absolument indispensable pour des politiques de très long terme, là encore, parce que c'est la matière première indispensable aux métiers que nous exerçons. Et là encore, pas simplement à nos métiers, mais à plein d'autres. Bon. C'était peut-être le deuxième point un peu générique que je voulais évoquer pour essayer de tracer aussi des perspectives, entre guillemets, d'un peu long terme. Troisième élément peut-être, qui répond aussi à une partie de vos questions, attirer votre attention sur le fait que nous sommes dans une matière dont chacun nous dit qu'elle est complexe, dont chacun nous dit qu'elle est difficile d'accès, dont chacun nous dit qu'elle est très normée. C'est une réalité. J'attire votre attention sur le fait que que le logement, ou l'immobilier au sens large, et d'ailleurs c'est assez intéressant de dire qu'il y a énormément de réglementation sur la partie logement de l'immobilier, sur la partie tertiaire, notamment bureau, il n'y a quasiment rien. C'est assez intéressant de voir l'écart entre les deux. Bon, mais parenthèse fermée, loin de moi l'idée de vous suggérer de normer le tertiaire, hein, c'était pas ça le sous-entendu qui était le mien, bien évidemment. Donc c'est une matière qui est excessivement réglementée. Et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente. Nous sommes ici dans une enceinte parlementaire. J'attire votre attention sur le fait que c'est une matière qui est principalement législative et très peu réglementaire.
Dans ma vie, il se trouve que dans des fonctions d'avant, j'ai travaillé principalement sur 2 sujets, l'éducation nationale et le logement. Éducation nationale, 0 loi. On peut tout faire par le réglementaire. Tout. On fait une loi tous les 5 ans parce que politiquement, on a besoin d'affirmer quelque chose, mais c'est des lois qui sont vides de normes. Le logement, c'est exactement l'inverse. Tout est législatif. J'ai le souvenir d'avoir dû déposer comme député un amendement à la demande de je ne sais plus qui pour pouvoir faire obtenir aux directeurs généraux d'OPH un ticket restaurant. Pourquoi ? Parce que la rémunération des directeurs généraux d'OPH étant législative, mécaniquement, toutes les rémunérations accessoires doivent être législatives. C'est anecdotique, mais très symbolique de ce qu'est aujourd'hui cette matière. Elle est surlégislative. Et de mon point de vue, si on veut aboutir à un moment à de la simplification, il faudrait faire une loi de déclassement, c'est-à-dire faire un peu mieux respecter les articles 34 et 37 de notre chère Constitution, qui définissent ce qu'est une matière législative et qu'est-ce qui ressort de la loi, d'une matière réglementaire, de normes réglementaires qui dépendent du décret. La première des simplifications, à la loi ce qui appartient à la loi, au règlement ce qui appartient au règlement. Parce que vous le savez comme moi, mesdames les sénatrices, quand vous rentrez au Parlement avec un texte de 150 articles sur le logement, vous en sortez avec 300, et vous avez effectivement un pavé normatif de plus. Parce que tout passe par la loi. Or, la loi se change beaucoup plus difficilement que le règlement, ce qui est normal. Et c'est pour ça que la loi doit être stratégique et renvoyer évidemment au décret, ce qui doit évoluer plus rapidement. Si vous voulez la simplification, ça passe obligatoirement, me semble-t-il, d'abord et avant tout par une loi de déclassement, parce que ce n'est qu'en régulant ce qui appartient à la loi, ce qui appartient au règlement, qu'on pourra, me semble-t-il, dénormer plus facilement les choses. Parce que vous le savez comme moi, au-delà du 150 articles qui devient 300, si effectivement on doit faire de la simplification par la loi, on n'y arrivera jamais. Parce que la simplification, c'est comme les niches fiscales chères à un ancien rapporteur général du budget. Il y a beaucoup de chiens dedans qui protègent la niche en question. C'était exactement la même chose pour les règlements, pour les normes. Donc j'attire votre attention sur le fait que, de mon point de vue, la première des simplifications, c'est l'article 34 et l'article 37 de la Constitution à respecter sur le logement. Peut-être après ces quelques généralités, 2-3 points évidemment sur la crise actuelle et des préconisations qu'on pourrait imaginer. Alors, je parle bien de la crise actuelle qui se surajoute à un secteur en crise depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne sais même plus si le terme crise est approprié depuis le logement, puisque ça fait 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, qu'on nous parle de crise du logement. Et ça fait globalement depuis le milieu des années 70 que nous sommes dans un secteur sous-offreur par rapport aux besoins. La dernière grande réforme en la matière, c'est celle de Raymond Barre, si mes souvenirs sont bons, en 76 ou 77, qui avait distingué ce qui s'appelle aujourd'hui les aides à la pierre et les aides à la personne. Nous avions fini un cycle de production. On avait à peu près équilibré les choses au milieu des années 70 et Raymond Barre a fait stopper les aides à la pierre, donc les aides à la production, pour basculer sur les aides à la personne. Et donc on a basculé d'une politique quelque part de l'offre vers une politique de soutien à la demande via les aides à la personne. Ça correspondait parfaitement à l'époque. On n'avait plus besoin de construire au milieu des années 70, on avait fait à peu près ce qu'il fallait, et donc on a basculé sur un soutien à la demande, via notamment la création des APL, qui était complètement cohérente avec les besoins du moment. Sauf qu'on est resté sur ce schéma depuis 1976. Or, les besoins aujourd'hui de production n'ont plus rien à voir avec ceux que nous avions dans le passé. Donc si on prend depuis, là encore, un assez long terme derrière nous, la raison principale de la crise structurelle que connaît ce secteur, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est un déséquilibre qui perdure entre l'offre et la demande. Et tant qu'on aura une politique sous-offreuse en matière de production de logement, en matière de logement donc, la conséquence, ce sera mécaniquement des prix qui montent. Il n'y a pas d'autre mécanisme de ce point de vue-là. La politique du logement est très simple. La politique du logement, sur des très longs termes, ne
dépend que d'un seul facteur, qui ne sont pas les taux d'intérêt, qui ne sont pas je sais pas quoi, qui dépend de la démographie. J'ai plus de monde, j'ai besoin de plus de mètres carrés, j'ai moins de monde, j'ai besoin de moins de mètres carrés. Vous avez cité, Madame la Présidente, le fait que j'étais maire de Châlons-en-Champagne. J'ai cette chance extraordinaire de travailler exclusivement sur la Côte d'Azur, sur le plan professionnel ou sur l'Île-de-France, donc des zones ultra tendues, et d'être maire dans du ultra détendu. Produire chez moi du logement n'a aucun sens et il ne faut surtout pas le faire parce que je n'ai pas de besoin. Et je n'ai pas besoin de produire des mètres carrés, tout simplement parce qu'à Châlons-en-Champagne, en 1975, il y avait 50 000 habitants, 55 000 pour être précis, et qu'aujourd'hui on est 45 000. Donc je n'ai pas besoin de produire des mètres carrés. J'ai besoin de réhabiliter, j'ai besoin de reconfigurer, j'ai besoin de réaménager, mais je n'ai pas besoin de mètres carrés supplémentaires parce que j'ai une démographie négative. C'est exactement l'inverse dans les territoires dits tendus, où là, on a un besoin de production massif, tout simplement parce qu'il y a une démographie positive. La relation de causalité de ce point de vue-là, pour ceux qui nous disent que cette matière est complexe, elle a des ressorts fondamentaux qui sont assez simples. La démographie est le vecteur d'ajustement principal du secteur de l'immobilier. J'en arrive à donc la crise sous-jacente que nous connaissons depuis 30 ans, elle est ce qu'elle est. La crise actuelle, c'est principalement deux facteurs. Évidemment, la montée des taux, et le plus que le niveau des taux, c'est la rapidité de la montée des taux. Bon, on a les deux facteurs, évidemment sont le numéraire en tant que tel, mais c'est surtout la rapidité avec laquelle on a pris 4 points de taux en l'espace d'un an. Deuxième élément, c'est le resserrement au même moment des conditions de crédit. Donc, les taux, le resserrement du crédit, puisque c'est à peu près au même moment que, sous la direction du Haut Comité pour la stabilité financière, les conditions de crédit ont été resserrées sur la duration d'un emprunt, sur le niveau des emprunts, enfin, etc. Vous connaissez le schéma en même temps que moi, aussi bien que moi. Donc les deux sont arrivés en même temps et les deux ont totalement grippé le système et la plupart des acheteurs ont disparu du marché. Nous avons sur le marché du logement 4 acheteurs classiques pour un promoteur. Le particulier pour se loger lui-même, donc le futur propriétaire occupant, l'accédant à la propriété ou le secondo-accédant. Deuxième acheteur, le particulier, mais cette fois-ci comme investisseur, soit via un produit type le Pinel, soit via autre chose. L'institutionnel privé, grande banque, grande compagnie d'assurance, grands fonds d'investissement, fonds de pension divers et variés. Et puis, l'investisseur en bloc parapublic, autrement dit, Action Logement et CDCH. Donc 4 acheteurs. Entre juin 22 et grosso modo janvier 23, 3 des 4 ont totalement disparu. Pour les raisons qu'on a évoquées, resserrement de crédit, taux d'intérêt. Pour les investisseurs institutionnels, type grande banque et autres, faites-vous le raisonnement suivant. J'ai été investisseur institutionnel privé, même si c'était une filiale d'Action Logement, on avait un modèle économique privé chez Enli, pas un modèle de bailleur social. Donc on payait de l'IS, on avait exactement comme le ferait Gessina foncière ou comme le ferait AXA. Quand on achetait un logement, on avait un besoin de rentabilité moyennée, de rentabilité locative, donc ce que nous rapporte versus ce qu'on a acheté le logement, de 3,72%. C'était notre norme. En dessous, on se faisait très très mal. Au-dessus, c'était bien. Mais 3,72, c'était la norme. Bon. 3,72 avec des taux d'intérêt à 1. Donc en réalité, on gagnait 2,72. Bon. Quand votre taux passe à 4 ou à 5, ben votre rentabilité demandée, elle est plus de 3,72, mais les 3,72 plus l'augmentation des taux moins 1, le taux d'intérêt que j'avais avant. Mettons 3 de plus, 6,72. Ce qui veut dire que quand je dois investir pour avoir 6,72 versus avant 3,72, il faut quasiment que le prix divise par 2. Pour passer de 3 à 6, si je le retrouve sur le prix d'achat, il faut que le prix soit divisé par 2. Ce qui n'existe évidemment nulle part. Donc les investisseurs institutionnels sont partis en 3 semaines à la première montée des taux et ils ne reviendront pas de sitôt parce que c'est absolument pas rentable, ou alors il faudrait que nous, promoteurs, on divise les prix par 2, ce qu'on ne sait évidemment pas faire à l'heure où nous parlons. Premier exemple du pourquoi celui-là est parti. Le propriétaire occupant, pas de débat, on le sait tous. Le propriétaire investisseur particulier pour lui-même,
c'est à peu près la même chose. Les taux, il a à peu près le même type de raisonnement que celui que j'ai eu chez l'investisseur institutionnel. Il n'y a plus de rentabilité quand il achète, donc il s'en va. Pour ce propriétaire investisseur privé particulier, il a en plus les conditions de resserrement de crédit qui s'appliquent aussi dans ce cas de figure-là, donc il est parti. Propriétaire occupant, il est parti pour les taux, bien évidemment. Donc il nous restait globalement que ce qu'on appelle les contrats cycliques, c'est-à-dire Action Logement et CDSCH. C'est sympathique d'avoir deux acheteurs, ils ont fait un super job, mais ce n'est pas durable. Bon. Donc ça, c'est le constat de situation auquel nous avons été confrontés. J'attire votre attention sur le fait que aujourd'hui, le sujet principal auquel nous sommes confrontés, c'est donc cette pénurie d'acheteurs. Bon. Cette pénurie d'acheteurs a conduit également à une autre conséquence jamais analysée, me semble-t-il, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, et pourtant c'est ce que je vis principalement comme promoteur immobilier, c'est que ça a généré une pénurie de fonds propres chez nous. Juste pour vous mettre les choses un peu, pour vous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur, un promoteur, quand il développe une opération immobilière, il va d'abord acheter un terrain, puis il va construire des sous. Cette opération d'ensemble, terrain plus travaux, on la met dans une filiale qui s'appelle une ESSCV, et c'est cette filiale qui engage en gros l'opération. Donc c'est elle qui paye les travaux, c'est elle qui paye le terrain, etc. Et cette filiale, dédiée à l'opération, en règle générale, elle s'endette à hauteur grosso modo de 90% du coût de l'opération. L'opération vaut 10 millions, cette filiale va aller chercher 9 millions en crédit bancaire classique. Ce crédit bancaire tient à peu près bien. C'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile qu'avant, mais sincèrement, les banques ont vraiment joué le jeu là-dessus. 90%. Ensuite, nous, promoteurs, maison mère en gros, on doit descendre 10% de vrai cash, qu'on appelle les fonds propres. C'est quelque part l'apport personnel que nous faisons, nous, dans une opération. C'est exactement intellectuellement le même modèle. Donc on met 10% de fonds propres. Ces fonds propres, d'où on les récupère? On les récupère de deux sources. Nos ventes, si je vends plus, j'ai plus de fonds propres. Ou si au lieu de solder une opération, donc de vendre une opération en 18 mois, je la vends en 36, ma remontée de fonds propres, au lieu de pouvoir la faire en 18 mois, je la fais en 36 mois, mécaniquement. Donc, assèchement de cette première source de fonds propres. Deuxième source de fonds propres, sur des promoteurs comme nous, indépendants, mais sur les gros promoteurs, c'est quand même à peu près le même débat. Deuxième source pour obtenir des fonds propres, du crédit corporate, principalement en version obligataire. Donc on fait des obligations, on récupère des fonds propres, on les investit dans les opérations, et quand l'opération est vendue, on remonte les fonds propres. Bon. Il n'y a plus 1 euro de crédit obligataire sur l'immobilier. Terminé. Il n'y a plus rien. On a eu, nous, le cas, on a remboursé notre obligation parce qu'on n'a pas réussi à la renouveler. En général, je prends une obligation, je la renouvelle, puis ça concerne un cycle perpétuel de crédit en la matière. Nous n'avons plus accès à l'obligataire pour de l'immobilier. L'obligataire, c'est donc pas du crédit bancaire, c'est de l'appel au marché. Qui veut nous prêter de l'argent à tel et tel type de conditions, et qui répondent les grandes compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds de dette, des fonds de ce que vous voulez, qui prennent nos obligations, qui sont des remboursements, comme vous le savez, en in fine, et non pas en crédit amortissable comme nous le connaissons en particulier. Et donc j'attire votre attention sur le fait que, premier sujet, il n'y a plus de fonds propres. S'il n'y a pas de fonds propres, on ne développe pas d'opération. Je ne vais pas vous donner des chiffres, parce qu'on est en audition publique sur ce qui concerne ma société, mais quand même, pour ce qui nous concerne, dans ce qu'on appelle le développement, nous avons notre approvisionnement, je vais expliquer les concepts pour que vous mesurez bien les conséquences, on l'a divisé grosso modo par 2,5. Donc si je faisais 200, je fais aujourd'hui grosso modo 75. C'est ça l'échelle. Bon. Très concrètement, ça veut dire quoi? Le cycle d'une opération immobilière, c'est 1. Je signe une promesse de vente sur un terrain.
j'ai négocié pendant un an et demi pour quel prix, quel machin, quel bidule, à quelles conditions. Je signe une promesse de vente sur un terrain. Une promesse de vente, ça signifie que l'acheteur s'engage à vendre et moi je m'engage à acheter avec des conditions suspensives. Et ces conditions suspensives, c'est quoi en général? Le PC. Bon. Une fois que j'ai signé ma promesse de vente, j'ai grosso modo 2 ans pendant lequel je vais déposer un PC, l'obtenir, le purger, faire ma pré-commercialisation. Et ce n'est qu'à la fin de ce cycle-là que je vais effectivement devant notaire acheter le terrain et le payer. Donc 2 ans entre la promesse et l'achat effectif du terrain. Dès le lendemain matin, si ça se passe bien, de l'achat du terrain, je commence mes travaux. 30 mois après le début de mes travaux, je livre l'opération. Donc en gros, 4 ans et demi, 5 ans, quand tout se passe à peu près bien, pour une opération relativement simple, mais qui sont la majeure partie des opérations. Bon. Ce fameux approvisionnement, donc le début du cycle, c'est ça que nous avons passé pour les années 23, 24, 25, qu'on a divisé par 2. C'est là-dessus où, c'est pas le vrai chiffre chez moi, où on est passé de 200 à 75. Ce qui veut donc dire que l'approvisionnement que j'ai 2023, c'est les travaux de 25 et les livraisons de 28. Mais si je fais pareil en 24, pareil en 25, et c'est ça que j'ai présenté à mes banques pour l'avenir, et j'ai évidemment pu voir à de multiples reprises de nombreux de mes collègues promoteurs, ils ont tous fait pareil. On est tous en train d'abattre massivement l'approvisionnement. Mais quand j'abats l'approvisionnement de 24, c'est les travaux 26, les livraisons 29. Quand j'abats le 25, c'est le 27 pour le 30. Et donc ce que j'ai présenté à mes banques pour 23, 24, 25, 23 a été réalisé comme prévu, 24, 25, sur ces 3 années-là, j'ai abattu globalement mon prévisionnel de 2,5. Tous les promoteurs font pareil. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la baisse de prod que l'on voit aujourd'hui, les mises en chantier ou les livraisons d'aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qu'on va avoir dans 2 ans. Mécaniquement, ce que je ne lance pas aujourd'hui, je ne le relancerai pas. Le 24, le 25, c'est 2 années paumées en la matière. Et pour que je relance, c'est-à-dire pour que je réappuie sur le développement, que j'essaie de trouver des terrains, il va falloir que je sois rassuré sur les fonds propres et rassuré sur les ventes. Sur les 2 boutons, les fonds propres et les ventes. Pour les fonds propres, première préconisation, et je vais essayer d'accélérer, première préconisation sur les fonds propres, qui va rentrer dans une logique globale de préconisation que je vais vous suggérer, c'est de créer un fonds de fonds propres parapublic. Je m'explique. Premier schéma général, je vais essayer. Je crois avoir compris que le gouvernement ne souhaitait plus beaucoup mettre d'argent dans le secteur du logement. Entre nous, je peux un peu l'entendre. Parce que les politiques du logement d'un gouvernement sur le plan fiscal, c'est du soutien à la demande. Le Pinel, c'est du soutien à la demande. Le prêt à taux zéro, c'est du soutien à la demande. Tout ça, c'est du soutien à la demande. Soutenir la demande quand on est dans pénurie d'offres, économiquement, la conséquence, ça fait monter les prix. C'est mécanique. Quand j'ai un problème d'offres, quand j'ai pas assez d'offres, si je soutiens la demande, ben j'écarte encore plus l'un et l'autre. Donc ça ne peut pas fonctionner économiquement. Mais il se trouve que le secteur des promoteurs immobiliers fonctionne comme ça depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on est subventionné sur une politique de la demande, Pinel, prêt à taux zéro, ou quel que soit leur nom, ça existe depuis 40 ans. Sincèrement, je pense que de ce point de vue-là, sur le plan purement économique, je peux entendre le gouvernement. Quand je remets ma casquette de promoteur, je m'étrangle, évidemment, parce que c'était absolument indispensable pour nous. Donc tout ce que je vais essayer de vous proposer va partir d'une double logique. Première logique, on arrête la demande et on repasse à l'offre. Deuxième logique, on arrête les subs et on passe à l'investissement. Puisque le prêt à taux zéro ou le Pinel, c'est de la subvention. Ça ne rapporte pas 1 euro à l'État. Pas 1 euro. Je mets tous les ans X milliards et je ne revois pas la couleur de ces milliards. Or, il me semble que sur le plan économique, on peut avoir une politique du logement
qui soit une politique d'investissement, c'est-à-dire qui produise du logement et qui rapporte de l'argent à l'État. Premier exemple, ce fonds de fonds propres. Ce fonds de fonds propres, c'est quoi? Je vous rappelle les chiffres, 10% sur une opération de fonds propres en besoin. Si j'ai une institution publique, la Caisse des dépôts, la BPI, je ne sais pas qui, peu importe, qui met 500 millions d'euros, ou même l'État à la limite, je ne suis pas sûr qu'il aurait le droit, mais qui met 500 millions d'euros de fonds propres, ça veut dire qu'il génère 5 milliards d'euros d'opérations, puisqu'on est à 10% de fonds propres. Donc il y aura 500 millions d'un côté, 4,5 milliards de crédit de l'autre, pour faire des opérations immobilières. Ça commence à être des grosses masses. Et cet argent-là, c'est une obligation. Donc en fait, quelque part, le parapublic se substitue au secteur financier défaillant sur l'immobilier. L'État fait des obligues auprès d'un promoteur ou rentre à la limite comme actionnaire dans une opération pour faire les fonds propres de l'opération. Cet argent-là lui est donc remboursé avec un taux d'intérêt à 5, 6 ou 7. Donc non seulement ce n'est pas une sub, mais un investissement parce que l'argent est remboursé, mais il rapporte des sous à celui qui a mis l'argent. Donc l'idée, c'est bien de se dire, on arrête de subventionner le secteur et on part sur une politique d'investissement où quand je mets 1 euro, j'en retire à la fin 1,1, 1,2, j'en sais rien, et je gagne de l'argent. Non seulement je suis remboursé, mais en plus je gagne des sous. Bon. Donc ça, c'est un fonds de fonds propres, qui est une première mesure, me semble-t-il, pour essayer de solutionner la question des fonds propres qu'on a évoquée. Mais j'ai évoqué qu'on avait un problème à l'entrée, les fonds propres, mais un problème à la sortie, la vente. Donc il faut également, si on veut que nous, promoteurs, nous relancions la machine, qu'on puisse vendre. Pour pouvoir vendre, il nous faut des acheteurs. C'est une palissade, mais c'est une réalité. Les acheteurs, si on regarde un peu vers quel type d'acheteurs on peut s'adresser, l'acheteur particulier est celui auquel on est tous le plus attachés, parce que c'est ce qui fait l'accession à la propriété. Aujourd'hui, l'acheteur particulier, il a des taux d'intérêt élevés et des conditions de crédit complètement ubuesques pour que son parcours lui soit simplifié. Les taux d'intérêt, ça ne dépend pas de nous, on ne fera rien. Et avoir une politique de l'État qui consisterait à subventionner pour refaire baisser les taux de fait me paraît absurde sur le plan économique. Et en plus excessivement coûteuse. Donc, je me dis comment on fait pour essayer d'assouplir les conditions de crédit, peut-être en réinventant le crédit immobilier. En tout cas, en créant de nouvelles formes de crédit immobilier. Vous avez tout en tête un produit qui a été créé il y a quelques années, qui s'appelle le BRS, qui a un avantage extraordinaire, c'est que c'est un démembrement de propriété entre le foncier et le bâti, outil superbe. Peut-être que sa limite, c'est que comme il est sous plafond de ressources type SRU, mais il s'adresse à une population, et c'est génial pour eux, c'est indispensable de le conserver, qui est peut-être un peu trop limitative. Donc avoir demain du BRI en intermédiaire, voire du BRL en libre, avec cette fois-ci des offices fonciers solidaires en I ou en L, qui continuent à séparer les deux, me paraîtrait une bonne chose. Mais on peut développer d'autres formes de démembrement de propriété. Je vous donne un exemple, l'accession progressive. L'accession progressive, c'est quoi? En gros, sur une base du droit de l'indivision, droit qui existe, l'équivalent de l'office foncier qu'on évoquait tout à l'heure va acheter 50% du logement. Moi, accédant à la propriété, j'achète 50% du logement. Je paye un loyer pour les 50% qu'a acheté l'office foncier solidaire, ou pas solidaire d'ailleurs. Et évidemment, si 5 ans après, malheureusement pour elle, ma grand-mère décède et que j'hérite, ou si j'ai une carrière professionnelle qui évolue positivement, je peux racheter les 50% restants. Donc en gros, j'habite bien dans le logement, je loue 50% du logement, j'ai acheté 50% du logement. L'avantage, c'est qu'évidemment, comme j'ai une partie locative dans le bien que j'occupe, et que je n'ai que 50% d'achat, ça a deux conséquences. Un, je solvabilise le client, parce qu'au lieu d'avoir un taux d'intérêt à 5% ou à 4% sur 100% de la taille, enfin sur 100% du logement, je ne l'ai que sur 50%.
Donc évidemment, je suis largement solvabilisé. Je paye un loyer à côté, mais sur ce loyer, je n'ai pas ces taux d'intérêt. Deuxième élément positif, comme j'ai 50% du logement exclusivement en achat, le taux de 35% d'endettement, évidemment, je passe dessous beaucoup plus facilement parce que j'ai pas acheté, j'ai bien besoin d'un 40 mètres carrés pour vivre, mais je n'ai acheté que 20 mètres carrés. Donc je paye des intérêts sur 20 mètres carrés, mais comme je n'ai que 20 mètres carrés en achat, le taux de 35%, je suis largement en dessous assez vite. Voilà un exemple. Deuxième exemple, démembrement, cette fois-ci en plus classique, nue propriété usufruit. C'est la même idée, donc je passe vite dessus. L'office quelconque, foncier X ou Y, achète l'usufruit. Moi, accédant à la propriété, j'achète la nue propriété. Grosso modo, c'est à peu près les mêmes valeurs, 60-40 en fonction de la durée du contrat. Un contrat de démembrement de la propriété, comment ça marche? Vous le connaissez comme moi, ça dure 18 ans. Pendant 18 ans, je paye un loyer d'un côté et j'ai acheté la nue propriété de l'autre. Et puis à la fin des 18 ans, j'ai la complétude de la propriété qui me revient. Là, c'est ça, vous l'appliquez pour un particulier. L'office foncier achète l'usufruit. Moi, accédant à la propriété, j'achète la nue propriété. Je loue l'usufruit à l'office X ou Y. Et au bout de 20 ans, je suis propriétaire des deux. Et là encore, même chose, je n'ai un crédit que sur la moitié, donc je suis solvabilisé. Et je n'ai un crédit que sur la moitié, donc je passe sous le taux de 35%. Et je pense que c'est en démultipliant 3, 4, 5 produits de ce type-là, pas un seul. Continuons le BRS, faisons le BRI, faisons le BRL, faisons l'indivision, faisons tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, pour qu'on ait 5-6 produits à la main, distribués par les banques, qui permettent grosso modo de répondre à différents types d'attentes de clients. Et l'idée, c'est de se dire que le BRS, c'est génial, mais si j'ai que le BRS, j'en ferai 3000 par an. Si j'invente 4 ou 5 produits, je vais créer un vrai marché qui va vraiment répondre à la demande. Tout ce qu'on vient d'évoquer demande 0 € d'argent public et 0 loi. L'indivision, ça existe, le démembrement de propriété, ça existe. Il faut de l'impulsion politique vis-à-vis des banques et des assureurs, parce que c'est ça qui va être le plus compliqué, je pense. Il faut d'abord de l'impulsion politique. C'est tout. Pas besoin d'1 euro, pas besoin d'une loi. Un tout petit peu, parce qu'il peut y avoir un peu de frottements fiscaux, un peu de frottements juridiques, donc il y a sûrement 2-3 trucs à nettoyer, mais sincèrement, ça n'a pas besoin de grand-chose. Et donc là, c'est pour s'ouvrir un nouveau marché, quelque part, avec des nouvelles formes de crédit immobilier. On pourrait parler du crédit immobilier in fine. Je ne sais pas si ça vous parle, le modèle suisse, grosso modo, qui consiste à dire que j'emprunte 300 000 €, je rembourse classiquement mes intérêts tous les mois, je rembourse classiquement 200 000 des 300 000, par exemple, tous les mois, du capital. Et puis le in fine, le principe, c'est que j'ai une dernière mensualité qui prend 100 000 balles, par exemple. Bon. Ce qui veut dire que vous faites évidemment baisser les remboursements mensuels. Bon, il y a un petit risque à la fin, c'est certain. Comment vous solutionnez ce risque-là? Il peut y avoir plein d'idées. C'est que l'idée que la quotité du in fine soit à peu près la valeur du foncier. Comme ça, j'ai une assurance de quelque chose. Puis vous pouvez dire aux banques, ce serait peut-être malin de faire un crédit, pas un crédit, de faire en plus du crédit in fine, de l'associer à une épargne retraite, qui permette au moment où, en gros, où j'ai mon remboursement in fine à 15 ans, que j'ai à peu près la même somme sur une épargne retraite pour garantir le système et éviter les risques systémiques. Bon. Mais donc, il y a plein de choses à inventer en la matière. C'est juste du jus de cerveau pour inventer des modalités juridiques et ensuite et de l'impulsion politique pour les vendre à des gens. Donc le crédit immobilier me semble un enjeu absolument déterminant en la matière. Troisième élément, pour les acheteurs toujours, on a, je vous l'évoquais, 2 acheteurs aujourd'hui parapublics, Action Logement, CDCH. Peut-être qu'on peut en créer d'autres. Et là encore, dans une politique d'investissement, si on doit mettre de l'argent quelque part, on pourrait très bien imaginer des foncières parapubliques. C'est ce qu'a annoncé en partie Madame Borne, Madame la Première ministre Elisabeth Borne, lorsqu'elle a annoncé, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1 milliard. Grosso modo, c'était 250 millions d'euros de l'État, 250 millions d'euros de la Caisse des dépôts, et puis 500 millions qu'ils devaient aller chercher dans le privé. J'espère qu'ils vont les trouver, pour avoir en gros une foncière, c'est-à-dire un outil qui achète, qui a 1 milliard d'euros, qui achète des logements, en général plutôt en logement intermédiaire. Quel est l'intérêt de ce modèle-là?
c'est qu'évidemment pour nous, ça nous fait des acheteurs en plus. Mais là encore, le milliard qui est mis par les uns et par les autres, il est rentable. Parce qu'en face du milliard, j'ai un actif. Quand l'État fait un Pinel ou un prêt à taux zéro, il n'a pas d'actif en face. Il n'a rien. Là, je vais acheter avec 10 000 logements, je serai propriétaire de 10 000 logements, je vais toucher 10 000 loyers, puis au bout de 20 ans, si je veux revendre les 10 000 logements, je revendrai les 10 000 logements. J'ai un actif. Économiquement, évidemment, ça change tout. Et il me semble d'ailleurs que les grandes collectivités locales pourraient imaginer ce type de modèle aussi. Les grandes collectivités locales pourraient demain s'imaginer à 10 mairies, plus le département, monter des foncières locales pour effectivement acheter des logements, en être propriétaire, les mettre sur le marché locatif, donc garder les attributions locatives qui vont avec, ce qui est souvent un intérêt non négligeable pour les collectivités locales, qui permettrait là encore de diversifier les acheteurs parapublics, toujours dans cette logique d'investissement. Là encore, là on met de l'argent public, mais c'est un argent public qui va être rentable parce que j'ai un actif qui est en face, j'ai un loyer, j'ai une capacité de revente et j'ai une rentabilité locative. Elle sera petite, c'est la rentabilité. Elle sera 3-4%. Mais une rentabilité locative, ce n'est strictement pas la même chose qu'une subvention où là, quand je mets 100 millions d'euros ou 1 milliard dans une subvention, jamais je ne retrouve le milliard. Là, je mets mon milliard et j'ai un actif en face. Donc une rentabilité locative. Économiquement, c'est évidemment tout à fait différent. Peut-être, et je vais essayer d'accélérer un tout petit peu, vous citer deux autres idées qui sont un peu dans la même nature. Un, le financement du logement locatif social. Ayez en tête que, là encore, si je raisonne en termes d'actifs, nous avons 5 millions de logements sociaux en France, un peu plus, 5,1 si je ne dis pas de bêtises. Si je mets le logement à 100 000 euros, le logement, ça fait 500 milliards d'euros d'actifs. 500 milliards d'euros d'actifs. Les bailleurs sociaux français sont riches de 500 milliards d'euros de patrimoine immobilier. C'est phénoménal comme volume financier. Sauf que cet argent n'existe pas. De fait, dans leur bilan. Pourquoi ? Parce que les bailleurs sociaux sont comptablement sous ce qu'on appelle la VNC, valeur nette comptable. Autrement dit, le logement qui a 40 ans, dans leur bilan, il vaut 0. Parce qu'il a été amorti. Alors qu'en réalité, il vaut quelque chose. Donc, première chose, on a des volumes d'actifs considérables. Deuxième élément important, au-delà de cette valeur considérable d'actifs, c'est bien d'avoir de l'argent potentiellement sur un bilan, encore faut-il qu'il ait ce qu'on appelle de la liquidité. Si je ne peux jamais le vendre, j'ai beau avoir 500 milliards, ça ne me sert à rien d'avoir 500 milliards. La liquidité que nous avons essayé les uns et les autres depuis longtemps, c'est la vente aux locataires. Ça ne marche pas. Les bailleurs sociaux sont contre, je peux les comprendre, parce qu'il faut créer de la copro, parce que, etc. Et là où il faudrait avoir de l'argent pour produire, dans les zones très tendues, c'est là où il ne faut pas vendre. Parce que vendre un logement social à Nice ou à Paris quand il n'y en a pas beaucoup et qu'il y a beaucoup de demandes, c'est un peu absurde. Donc ce modèle-là de la vente à l'unité, que j'ai promu comme d'autres, sincèrement, il ne marche pas. Et dans beaucoup de cas de figure, il n'est pas malin en plus. Bon. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres façons de vendre ? Oui, il y a d'autres façons de vendre. On pourrait très bien créer une foncière sociale sous livret A qui va donc acheter, je prends un exemple, je ne sais pas comment s'appelle le bailleur social de Béthune, Pas-de-Calais Habitat par exemple, ou Nice Habitat, Côte d'Azur Habitat, pardon, et chez vous, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, mais je ne suis pas sûr que la tension soit tout à fait la même que celle de Nice. Non. Bon, mais je vais prendre un exemple plus neutre, complètement neutre, Paris Habitat. Tout à fait neutre par rapport à tous les trois, mais ce n'est pas celui qui a le moins de problématiques par rapport à ce qu'on évoque. Bon, l'idée est la suivante. Paris Habitat vend, je dis n'importe quoi, 5000 logements à la foncière sociale sous livret A que j'ai évoqué. Et donc ça veut dire quoi sous livret A ? Que la foncière sociale va prendre un emprunt de 40 ans ou de 50 ans auprès de la caisse des dépôts classique du livret A pour s'acheter les 5000 logements. Les 5000 logements à Paris, ça vaut 2-3 milliards d'euros.
avec ses 2 ou 3 milliards d'euros, Paris Habitat peut construire des logements, massivement. Bon, premier point. Deuxième élément, cette foncière, elle n'a qu'un rôle de détention. Elle va rembourser son crédit puisque c'est elle qui va récupérer le loyer. Normal, il est propriétaire. Par contre, cette foncière peut passer un contrat de gestion locative à Paris Habitat en disant à Paris Habitat, c'est toi qui continues à gérer l'immeuble, c'est toi qui continues à t'occuper des locataires. Pour rémunération de ce service, je te donne 5% du loyer et c'est toi qui conserves les attributions locatives. En fait, on fait tourner le patrimoine. Quand vous faites l'analyse du cycle de vie d'un logement, un logement, on l'évoquait tout à l'heure, a une durée de vie de 80 années. En général, un Français reste propriétaire de son bien immobilier pendant 8 ans. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'un logement, dans sa vie, va avoir 10 ventes et reventes. Donc il va générer 10 crédits, un crédit en moyenne tous les 8 ans, etc., etc. Dans le monde entier, ça se passe comme ça. Sauf dans le logement social français, où on ne vend jamais rien. Jamais. Si on veut éviter le côté risque de privatisation, qui est un vrai risque que je peux entendre, c'est la raison pour laquelle je ne propose pas que ce soit des institutionnels privés qui achètent ça, mais un autre bailleur social, qui s'appellera une foncière sociale, qui n'aura qu'une chose à faire, je fais un crédit à la Caisse des dépôts et j'encaisse mes loyers. Point. Tout le reste, on le laisse au bailleur vendeur, mais qui a récupéré beaucoup de cash pour investir. Ça, c'est un modèle du financement du logement social qui, là encore, ne demande 0 € d'argent public, 0 € d'argent public, qui maintient la gestion locative de Paris Habitat, les attributions à Paris Habitat, mais qui donne un paquet de cash à Paris Habitat pour lancer de nouveaux programmes immobiliers. Le tout en restant dans la sphère sociale. C'est du refinancement d'opérations. Plutôt que d'avoir des logements qui ne sont jamais refinancés, on les refinance tous les 40 ans. Enfin, dernier point, dans les mesures, je pense qu'il y en a une qui me paraît indispensable sur les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est lié au foncier. C'est une matière première, on l'a évoqué, absolument déterminante pour les années qui viennent, plus que jamais. Moi, à titre personnel, je commence de plus en plus à me dire que la détention publique du foncier, c'est peut-être pas complètement stupide. En tout cas, qu'il faut l'accentuer. Il ne faut évidemment pas exproprier toute la France. Personne n'aurait les moyens de le faire et ce serait stupide. Mais quand un terrain se libère, il est un peu important, etc., que l'État ait les moyens, l'État ou des agents publics, de l'acheter, de continuer à le détenir et de le remettre sur le marché via un bail amphithéotique de 99 ans, qui permet de sécuriser financièrement l'opération, me paraît sain. Pour y arriver, je ne vois qu'un seul outil, les établissements publics fonciers. Ils sont, de mon point de vue, sous-dotés. Il faut faire x4 ou x5 dans leur budget d'investissement. Et là encore, toujours la même logique. Comme pour le bailleur social, comme pour les fonds propres, comme pour la foncière, comme pour tout ce que vous voulez. Même chose, si je mets 1 milliard sur du foncier, j'ai 1 milliard d'actifs, puisque j'ai acheté le terrain de l'autre. Et quand je le revends en bailleur amphithéotique, je le revends 1 milliard. Mais j'en garde la détention. Et j'ai maximisé la détention publique du foncier. Si on reste sur des fonciers qui passent d'un privé à un autre privé, ou malheureusement souvent d'une collectivité locale, ou d'une SPL, ou toute forme de débrement, on bascule dans la spéculation foncière, parce qu'on fait tous derrière des appels d'offres. Et quand je fais un appel d'offres avec enchère publique sur le foncier, tous les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils surenchérissent les uns avec les autres. Donc on est dans une machine qui fait mécaniquement monter le prix du foncier. Les seuls qui ne le feront pas, c'est les EPF, raison pour laquelle il faut mettre le paquet d'argent sur les EPF, là encore de l'argent en investissement, pas en sub. J'aurais bien un actif en face et j'aurais une rentabilité de cet actif en face, mais pour limiter la spéculation foncière et avoir durablement de la propriété foncière. Voilà, très vite, pas trop vite d'ailleurs, j'ai été beaucoup trop long, j'en suis désolé. Juste un dernier mot sur deux questions que vous avez posées auxquelles je n'ai pas répondu. Le LLI, SRU, en tant que promoteur, j'applaudis. Parce qu'évidemment, ça ouvre les vannes de l'accord des collectivités locales sur le LLI. Donc en tant que promoteur, j'applaudis tout de suite. Ayant eu d'autres casquettes, j'aurais un peu plus de nuances par rapport à ça, et j'aurais peut-être une préconisation qui consisterait à dire qu'il ne faut pas, me semble-t-il, l'intégrer dans le taux SRU,
mais qu'il faut le neutraliser. Bah. Le LLI, aujourd'hui, est calculé comme du logement privé. Donc on désavantage le LLI. Aujourd'hui, je ne fais pas de LLI parce que ça me pose un problème avec mon taux SRU. Mécaniquement, hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, la proposition qui est faite, c'est de le mettre dans le taux SRU. Ben là, je vais pénaliser le logement social. Donc aujourd'hui, si je mets dans le taux SRU, je pénalise le social. Si je le laisse comme il est, je pénalise le logement intermédiaire au bénéfice du logement libre. Ben, le neutraliser, on ne le met plus dans le décompte de la SRU. Ce qui est assez cohérent, hein. J'ai du logement social, il faut un avantage. J'ai du logement libre, ben, je le désavantage un peu avec les taux SRU. Et puis l'intermédiaire qui est entre les deux, eh ben, je le neutralise entre les deux. Ni SRU, ni avantage SRU, ni inconvénient SRU. Et ça me paraît un bon équilibre entre les différentes, entre guillemets, options que nous avons sur la table. Est-ce que les maires sont un problème par rapport au PSC et par rapport au PLU? La réponse est oui. Alors, ce n'est pas les maires, c'est les maires porte-parole de leurs concitoyens. Pas en tant que tel. Nos concitoyens sont averses à la production de logements. Bon, l'acceptabilité, je ne sais pas si elle a existé, mais en tout cas, elle existe de moins en moins. Je pense qu'il faut passer outre. Mais c'est excessivement compliqué pour un maire en zone tendue de passer outre. Et je pense qu'il faut passer outre parce que seule l'autorité publique, que nous représentons en tant que maire, peut avoir un regard d'intérêt général à 20 ans, alors que nos concitoyens, et c'est normal, ils ont un regard à demain matin. Je ne veux pas de chantier devant chez moi, j'en veux bien chez le voisin, mais pas devant chez moi. Et donc, il faut quelque part avoir cet élément-là. Parce qu'effectivement, de façon systématique, je crois que le chiffre est sorti ce matin, il était intéressant, on sature à hauteur de 65% le PLU. C'est-à-dire que j'ai un PLU qui autorise 8 étages, ben j'en fais 6. Je perds 35% de la capacité sur, je le rappelle, un texte, le PLU, qui a été fait par la mairie. Ce n'est pas un texte qui est fait par une autorité extérieure. C'est un texte fait par la mairie. La mairie fait un texte, elle ne l'applique pas. Je pense sincèrement qu'il y a un pépin par rapport à ça. Et oui, aujourd'hui, on ne sature pas les PLU. Beaucoup plus que le refus de PC qui existe. Mais le refus de PC fait perdre du temps, de l'argent. Mais à un moment ou à un autre, je vais l'avoir. Je vais en faire 3, ça va me coûter des ronds, je vais perdre 3 ans pour le faire, mais je vais en abandonner 30%, donc je vais quand même paumer un paquet d'opérations, mais à un moment ou à un autre, l'opération reviendra. Bon. Quand je paume mes 35% de constructibilité par rapport au PLU, c'est paumé pour 80 ans. Les 2 étages que je n'ai pas fait, je ne les ferai jamais. Je les paume 80 ans. Je fais 4 au lieu de faire 6, eh ben j'ai paumé 2 étages pendant 80 ans. J'arrête. Merci beaucoup. Bon, voilà, je m'attendais à ce que, bien évidemment, cette audition soit ô combien riche et force de proposition. Pour le moins, on n'est pas déçus. On a peu de temps parce qu'on a une autre audition. Si rapidement, mais très rapidement, l'une et l'autre, vous avez 1 ou 2 questions à poser à Monsieur le Ministre. Je vous laisse la parole, mais le plus rapidement possible dans les questions. Alors moi, ça ne va pas être une des questions parce que vraiment tout ce que j'avais, vous avez répondu par anticipation à tout ce que j'avais. Je voulais vraiment vous remercier pour la qualité de ces propositions sur tous les niveaux. En plus, enfin un petit peu comme une vision un peu générale, votre position d'ancien ministre, comme maire aussi. Moi, j'ai été maire aussi d'une commune. Les Hautes-Pyrénées, il y a des zones très très tendues. Dans les Hautes-Pyrénées, il y a près des stations de ski, il y a des zones très très tendues où en plus on a peu de foncier, où on ne peut pas construire et où les prix s'envolent et on ne peut plus loger ni les permanents, ni les salariés, ni les saisonniers. Ça devient très compliqué. Et puis aussi par votre activité de promoteur, très intéressant parce que vous allez prendre les 2 casquettes aussi. Donc merci beaucoup. Merci. Forcément, je vais vous remercier également. 2 questions très courtes. Je ne vais pas reposer le contexte ni rien. Est-ce que pour vous, le modèle de la maison individuelle est un modèle mort? Vous avez évoqué la verticalité de ça. Je ne reviens pas sur, encore une fois, une explication, mais cette première question. Et puis, une deuxième question. Vous avez très bien exprimé
difficulté d'avoir une politique globale compte tenu des différences territoriales. Est-ce qu'aujourd'hui, la gouvernance de la politique du logement est adaptée? Alors c'est une question qui peut paraître courte avec peut-être une grande réponse, mais juste, encore une fois, de façon très synthétique, votre sur point la de vue. Gouvernance, je pense être un acteur assez averti. Je suis maire, j'ai été ministre, etc., etc. Je suis incapable d'expliquer à une classe de 3e comment marche la gouvernance du logement en France, et plus particulièrement en Île-de-France. Je suis incapable de l'expliquer. À une classe de 3e, impossible, je ne sais pas faire. Mais je ne plaisante pas, ce n'est pas juste une boutade, je serais incapable de dire qui est responsable de quoi en la matière. Donc c'est illisible. Incompréhensible, et nous professionnels, en fonction des cas, on ne sait pas très bien à qui on s'adresse. C'est vraiment pas d'une clarté absolue, donc j'ai un vrai problème par rapport à ça. Petite incise, faut-il pour autant décentraliser, ce qui peut être la conséquence? J'avoue une forme d'inquiétude. Je suis maire. Comme j'ai plutôt le sentiment aujourd'hui que les collectivités locales ne sont pas ceux qui appuient le plus sur le champignon pour produire, filer tout le pouvoir à ceux qui freinent, intellectuellement, ça me gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas où on peut le mettre ailleurs, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre en échange de la décentralisation qui serait effectivement un vrai élément de simplification et un vrai élément de lisibilité. On file tout à tel rang de collectivités locales et ils se démerdent. Ça me va très bien comme modèle, mais il faut qu'on échange de ça quelque part. On ait une assurance que ce n'est pas 3 fois plus de freins sur l'ensemble des projets immobiliers. Bon. Deuxième question, la maison individuelle est-elle morte? La maison individuelle, dans le sens un terrain 1000 m² et 75 m² construits au sol sur 2 étages pour faire 150 mètres d'appart, oui. Enfin, mort, j'en sais rien, il y aura toujours un peu, mais en tout cas, il faut éloigner cet élément-là de nos rêves. Parce que la surconsommation foncière est en grande partie liée à ça. Quand vous regardez la consommation foncière par typologie de logement, on en bouffe beaucoup avec ça. Là où je ferai une énorme nuance, c'est que ce n'est pas la fin de la maison individuelle. Quand vous prenez les règles de densité, telles qu'elles existent aujourd'hui, l'univers du monde social des années 60-70, avec des nappes de parking à plat et des nappes d'espace vert à plat entre 2 tours, consomme beaucoup plus de foncier qu'un centre-bourg d'une commune avec des maisons individuelles. Si vous êtes sur le modèle des maisons dites en bande, c'est-à-dire des maisons de ville où j'ai un petit jardin de 50 m² derrière ou 60 m², comme on l'a dans le Nord par exemple, les modèles des maisons ouvrières du temps, ça marche super bien et c'est très dense. J'ai les maisons à coller, je suis bien chez moi, j'ai mon petit jardin derrière, alors j'ai pas 1000 m² de jardin, dont acte. Ok, mais je peux en faire et c'est très dense. Et c'est beaucoup plus dense que l'habitat social. Donc c'est pas mort du tout, à condition effectivement qu'on ripe vers ce modèle-là, me semble-t-il. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de cette audition. Voilà, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci. À vous, mesdames. N'était pas terminé, mes collègues continueront. Donc, monsieur